Un été tout en balado sur Radio-Canada Audio. Tiens, toi! Des aventures captivantes Prêt à partir en mission? et des héros trop rigolos. Oh, j'ai ça, les maringouins! On a les meilleurs balados à écouter gratuitement sur Radio-Canada Audio. Nous sommes le vendredi 19 juin. Voici à la une. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à cette nouvelle édition d'À la Une. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien. Merci d'être des nôtres encore ce matin. Dernière émission d'À la Une de la saison. À la Une va faire relâche, donc il n'y aura pas d'émission de diffusée durant la période estivale jusqu'à la reprise de la programmation régulière, disons-le comme ça, quelque part à la mi-août. Alors voilà une dernière pour nous aujourd'hui. On va revenir ce matin sur cette réunion qui devait avoir lieu en Suisse entre les États-Unis et l'Iran pour commencer la négociation, étant donné le protocole d'entente qui a été signé entre les deux pays. Bien, on a appris au cours des dernières heures qu'il n'y aura pas de rencontre aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé le ministre suisse des Affaires étrangères. Le vice-président américain J.D. Vance, qui devait se rendre en Suisse, a annulé sa présence. Il faut dire qu'il y a eu une reprise de frappes entre Israël et le Liban, des frappes israéliennes dans le sud du Liban. On sait que le Liban fait partie de cet accord. Quelle sera la suite? Est-ce que des discussions pourront commencer éventuellement entre l'Iran et les États-Unis plus tard en fin de semaine ou la semaine prochaine? On sait que les deux pays ont 60 jours pour s'entendre, notamment sur le programme nucléaire iranien. Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard à l'émission pour nous en parler. On va revenir sur ce dossier-là, donc développement important au cours des dernières heures. Marie-Michel Borduet est en studio avec moi pour les actualités culturelles. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Actualité culturelle qui nous amène au cinéma avec la sortie d'un film assez attendu et qui risque de bien fonctionner. Histoire de jouets 5, Toy Story 5. Cinquième volet qui arrive sur nos écrans aujourd'hui et où on se demande peut-être est-ce que c'est la fin pour les jouets à cette ère où tout le monde est rendu sur ses tablettes ou fait des jeux en ligne connectés avec ses amis. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les bons vieux jouets traditionnels et l'imaginaire rattaché à tout ça? Je vous dirais que oui, avec ce cinquième volet qui fait franchement du bien, qui sort aujourd'hui. Parfait, on va y revenir et d'autres nouvelles, entre autres réactions du milieu culturel au départ de Mathieu Lacombe. On se retrouve un peu plus tard, Marie-Michel. Olivier est là pour parler sport. Olivier Pellerin, bonjour. Bonjour. Quel match du Canada hier? Extraordinaire. Une victoire historique, première victoire en Coupe du Monde pour l'équipe canadienne et 6-0 quand même. Oui, le Canada qui a connu un match quasi parfait, il faut le dire. Au plan statistique, c'est impressionnant de par la possession de balle, de par le nombre de tirs aussi dirigés vers la cage du Qatar. 33 tirs dirigés vers la cage, 11 cadrés et 6 buts marqués dans cette victoire, cette toute première victoire du Canada à la Coupe du Monde. Un portrait, par contre, qui a été assombri. Ça a été un match qui a été physique, très physique. Le Qatar s'est vu décerner 2 cartons rouges, dont, entre autres, cette action en première mi-temps sur Ismaël Koné, un tacle dangereux. Blessure qui a forcé Ismaël Koné à quitter le match sur civière. Ça ressemblait fortement à une fracture. On va attendre les détails de l'équipe canadienne, mais assurément, là, il devra être opéré pour cette blessure subie hier. Nathan Saliba, le Québécois, est entré par la suite pour le remplacer. Il a trouvé le fond du filet. Donc, fin de parcours pour Ismaël Koné. C'est décevant pour l'équipe canadienne parce que c'était un des milieux de terrain les plus importants de cette équipe. C'est autour de lui que s'articulait ce milieu de terrain et ses relances aussi pour le Canada. C'est un joueur qui va manquer très certainement à l'équipe canadienne. On peut écouter d'ailleurs Maxime Crépeau qui parle de cette blessure. Lui, il avait raté la Coupe du Monde en 2022 en raison d'une fracture et il sait très bien par quoi Ismaël Koné risque de passer dans les prochains jours. Donc, on écoute le gardien canadien Maxime Crépeau. C'est tough. C'est vraiment tough. J'ai la misère à trouver les mots, puis je l'ai vécu. Des gens l'ont vécu, Moïse l'a vécu. Voilà. Là, en ce moment, c'est l'adrénaline dans le tapis, il est drogué, il va se faire... c'est ça, je veux dire, c'est comme... je veux pas spoiler la blessure, quoi que ce soit, mais on sait tous à quoi ça ressemble, là, mais quand il va se réveiller de l'opération,
c'est là que la réalité va frapper. Ouais. Effectivement. D'ailleurs, dans cette victoire, il faut parler bien sûr de ce tour du chapeau de Jonathan David qui avait été critiqué après le premier match contre la Bosnie, ce match nul où on avait critiqué son jeu, on l'avait trouvé un peu absent dans le match. Hier, il a été présent, il a pesé lourd dans cette rencontre. Et donc voilà, victoire de 6-0. Et pour Nathan Saliba, j'en ai parlé, il a trouvé le fond du filet, il est entré en cours de jeu, une entrée émotive parce que c'est son ami qui venait de tomber au combat. On écoute Nathan Saliba. Beaucoup de choses, c'est sûr que je pensais à lui et à ce qui s'est passé. Donc de la tristesse, pardon. Et quand j'ai réussi à marquer le coup franc, après ça, c'était beaucoup de fierté d'avoir pu le faire pour mon ami, pour mon frère. J'ai eu à me concentrer. Je pense que c'était une épreuve que je devais surmonter et je pense que j'ai réussi à le faire. Comme j'ai dit, c'était pas facile, mais l'équipe avait besoin de moi. Il fallait que je fasse mon travail, donc voilà. Donc, victoire pour le Canada qui maintenant trône au sommet du groupe B au premier rang devant la Suisse. La Suisse a aussi remporté son match d'hier. Les deux équipes, donc le Canada et la Suisse, sont à égalité avec 4 points au classement, mais le différentiel de buts favorise le Canada pour l'instant. Le prochain match du Canada, ce sera mercredi contre la Suisse, toujours à Vancouver, à 15h, heure de l'Est. Et toujours concernant cette Coupe du Monde, il faut mentionner aussi que le Mexique a battu la Corée du Sud 1-0 hier. Et avec cette victoire, le Mexique devient le premier pays à se qualifier pour les 16e de finale. Ils étaient à la maison à Guadalajara et avec ces 2 victoires et 6 points, ils passent au prochain tour. Donc, énorme soulagement pour l'équipe mexicaine avec ce résultat d'hier. Un petit mot de hockey pour nous parler d'un bel honneur qui attend Patrice Bergeron chez les Bruins de Boston. À 40 ans, il verra son numéro 37 être retiré par les Bruins. C'est ce qu'a annoncé la formation hier. C'est amplement mérité. Il a été un capitaine important pour l'équipe. Il a décroché la Coupe Stanley avec les Bruins de Boston en 2011. Il a remporté 6 fois le trophée Selke, remis au meilleur attaquant à caractère défensif de la Ligue nationale de hockey. Ça a été une référence lorsqu'il était présent et toujours en action. Il a pris sa retraite en 2023 et c'est un honneur mérité pour le Québécois qui a connu de très, très belles années avec les Bruins. Merci Olivier. Un plaisir. Bonne journée. On va retrouver maintenant Véronique Méran à la météo. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Véronique, les gens d'RDI ne vous voient pas et il y a peut-être un son différent que les gens de la radio vont reconnaître. C'est que vous êtes au parc La Fontaine. C'est de là que sera diffusée l'émission Tout un matin, la matinale de Montréal pour la dernière de la saison. Donc, on vous retrouve sur place pour parler de la météo. Encore de la pluie. J'espère que vous êtes à l'abri au parc. Ah. Oui, on est à l'abri au parc. On a déjà des gens qui sont arrivés s'installer. Je peux vous dire tout de suite que c'est un matin qui est venteux. Ça paraît ce matin. Oui, encore de la grisaille, là, vraiment, mais une journée nettement moins arrosée que celle d'hier. Vous savez que les cumuls de précipitations sont quand même assez impressionnants. 76 mm hier soir, Charlevoix. On pourrait atteindre la centaine de millimètres dans le centre du Québec là, au cours de la journée d'aujourd'hui. C'est énormément de pluie pour cette période-ci de l'année. Alors, on y va de façon générale avec un ciel assez nuageux. Ces vents qui demeurent présents, 30-50 km/h et ces températures. Là, vous allez me dire, on aimerait que ça ressemble un petit peu plus que ça à l'été. Idéalement. 18-20 degrés. Ouais, je vous connais, Mathieu. C'est pas la fin de semaine dont vous rêviez, mais quand même. Samedi, ce sera encore assez nuageux avec quelques averses. On a un risque d'orage en après-midi, mais dimanche, ça ira mieux. On aura quelques éclaircies. Encore une probabilité de précipitation, mais beaucoup moins élevée que samedi. Alors, au fur et à mesure qu'on avance, ça va aller en s'améliorant. 21 degrés samedi, 21-23 pour la journée de dimanche pour le sud et le centre du Québec. Du côté de l'Abitibi, c'est le même principe, pas plus que 16 aujourd'hui. On poursuit avec ce régime d'averses et d'orages. Tout l'est du Québec demeure sous l'emprise des précipitations également. 11-12 degrés seulement la Gaspésie, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent. Il y aura amélioration chez vous dimanche. En territoire ontarien, beaucoup de nuages. Ça commence à redevenir variable sur la portion sud de l'Ontario, Toronto, Windsor, avec un petit risque d'orage en après-midi, mais à Ottawa, ça reste bien maussade. Là aussi, régime d'averses, risque d'orage, la vingtaine de degrés, pas plus. Il est où le beau temps? Dans l'ouest, oui. Vancouver, 21-26 degrés, il fera beau dans les prairies, c'est assez variable dans l'ensemble. Les températures sont quand même pas très élevées, 18 à 22 degrés pour cette période-ci de l'année. Quand même, on en prendrait un petit peu plus là aussi. Mais l'été s'installera officiellement dimanche, 21 juin, 4h24. Ce sera la plus longue journée. Lever du soleil à Montréal, 5h03. Le coucher se fera à 20h48. Alors, j'en profite pour vous souhaiter un bel été quand même. Oui, bel été à vous aussi. Merci pour votre participation, évidemment, à la Une. Et bonne émission avec toute l'équipe de Tout un matin au parc. C'est un plaisir et c'est un rendez-vous. Restez là. Salut. À la Une
une des différents quotidiens ce matin, en une de La Presse Plus, on titre « La justice guinéenne rattrape Rafiou Sow » en lien avec un meurtre non résolu qui remonte à 2007, le meurtre de Rachel Rothmal à Sherbrooke. Eh bien, voilà que la justice guinéenne ordonne l'ouverture d'une enquête judiciaire visant le principal suspect, Rafiou Sow. Les conclusions de cette enquête pourraient d'ailleurs mener à des accusations de meurtre pour un crime perpétré au Canada. C'est Isabelle Haché de l'équipe d'enquête de La Presse qui nous raconte l'histoire. C'est un développement inattendu, nous dit La Presse, qui fait suite justement à un article du quotidien dont la publication a eu un écho médiatique considérable en Afrique de l'Ouest. Il y a une courte vidéo qui accompagnait le reportage qui est même devenu viral dans le coin, qui a soulevé l'indignation. Rachel Rothmal a été poignardée à mort chez elle à Lennoxville, arrondissement de Sherbrooke, en juin 2007. La Sûreté du Québec est convaincue que le coupable est son mari, Rafiou Sow. L'enquête policière avait établi que l'homme avait fui le Canada le soir du meurtre pour ne plus jamais revenir. Il est rentré en Guinée, son pays d'origine, a même formé ou est même le leader d'un petit parti politique de l'opposition. Voilà que la justice guinéenne se saisit de l'affaire et qu'il pourrait y avoir un développement important. Vous pouvez lire l'histoire. On revient sur l'événement de 2007 dans La Presse de ce matin. En une du Devoir, le port de Bécomo met la table pour 2035. Sa PDG planifie un secteur industriel qui pourrait accueillir des entreprises. Effectivement, que les énergies, nous dit le Devoir, sont au cœur de l'avenir du port de Bécomo. En tout cas, c'est l'avis de la PDG Karine Otis qui planifie le développement d'un nouveau secteur consacré à cette industrie-là en collaboration avec le port de Rotterdam. Dans l'article, on comprend qu'on est vraiment dans un stade préliminaire, qu'il n'y aurait pas de construction ou quoi que ce soit sur le site avant 2035, mais il serait question, entre autres choses, de gaz, de compagnies qui veulent exporter du gaz fossile canadien vers l'Europe et d'une autre entreprise qui entend produire de l'hydrogène et de l'ammoniac vert. C'est à lire en une du Devoir de ce matin. Le Journal de Montréal revient sur cette victoire du Canada et Olivier nous en parlait à la Coupe du Monde hier 6-0 contre le Qatar. Il est question aussi de bonus pour 175 000 fonctionnaires du Québec. Québec qui récompense la fidélité, nous dit le Journal de Montréal sous la plume de Geneviève Lajoie ce matin. Près de 17 500 fonctionnaires viennent de recevoir un bonus pouvant atteindre 800 $ parce qu'ils travaillent dans le même ministère ou organisme depuis quelques années. Une facture de plus de 10,5 millions de dollars pour le secteur public. On nous dit donc que la stabilité est payante dans l'appareil de l'État. Les employés qui ne passent pas leur temps à changer de poste ont maintenant une prime de fidélité emploi à lire dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec de ce matin. La une du Globe and Mail de ce matin cite aussi cette victoire du Canada en Coupe du Monde avec une belle photo de Jonathan David qui célèbre un de ses 3 buts. Il a fait un tour du chapeau, lui, hier. Et la une du Globe and Mail, c'est aussi un procureur de l'Ontario qui se joint à l'enquête sur les contrats de santé en Alberta. Il va participer à cette enquête criminelle portant sur de présumées irrégularités dans le processus d'approvisionnement de l'autorité sanitaire de l'Alberta. Il y a une enquête importante, la GRC qui a annoncé l'ouverture d'une enquête l'an dernier après que l'ancienne PDG d'Alberta Health Services ait été congédiée par le gouvernement, par la première ministre Danielle Smith. Ça a soulevé des doutes sur les processus d'attribution, les contrats des organismes également. Donc, on apprend qu'il y a un procureur de l'Ontario qui se joint maintenant à l'enquête. Et je termine avec le site de Radio-Canada. Article intéressant, interactif aussi. On vous invite à participer. Saurez-vous reconnaître ces aliments ultra transformés? Épicerie donc virtuelle créée par mon collègue Daniel Blanchette-Pelletier. Et on vous invite à identifier des produits et à dire si ce sont des produits ultra transformés ou non. Saurez-vous les reconnaître? En tout cas, si ça vous intéresse, vous pourrez faire l'exercice ce matin sur le site de Radio-Canada. Oui, je vous le disais au début de l'émission, il devait y avoir aujourd'hui en Suisse début de ces négociations entre l'Iran et Washington. Cet accord, donc, qui a été signé la veille par Donald Trump. On a vu ces images au château de Versailles. Donc, rencontres et discussions qui devaient commencer aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas, finalement. Jean-Philippe Robert est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. Alors oui, un premier rendez-vous qui est annulé. Oui, on peut dire que ça part mal, hein, d'une certaine façon, pour ces négociations, pour la suite des choses. Ce sont les autorités suisses, Mathieu, qui ont fait savoir que les pourparlers n'auront finalement pas lieu, vous l'avez dit, aujourd'hui, comme c'était prévu. Un peu plus tôt, il y a également le vice-président américain, J.D. Vance, là, qui avait déjà annoncé qu'il n'irait pas en Suisse pour des raisons
technique et logistique. Il resterait des choses, Mathieu, à finaliser, semble-t-il, dans le plan qui va encadrer les pourparlers, les discussions. Donc, la première journée de négociation qui est annulée le matin même, donc, où tout devait commencer, ça devait se dérouler dans un complexe hôtelier en montagne, en Suisse, tout près de Lucerne. Alors, pour le moment, on ignore, Mathieu, à quel moment ces pourparlers vont réellement commencer, vont reprendre d'une certaine façon. Mais J.D. Vance, qui a également fait savoir qu'il est prêt à partir, pour la Suisse avec sa délégation aussitôt donc que le plan de négociation sera finalisé. Des pourparlers donc qui doivent durer une 60aine de jours pour tenter de conclure un accord de paix final, pour tenter, Mathieu, de s'entendre sur les points là, les plus épineux, dont, on le sait, le programme nucléaire iranien. Je vous invite à écouter le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Noël Barrot, qui a commenté un peu plus tôt. Le plus dur reste à faire, bien sûr. Ce qui est essentiel désormais, c'est que les discussions, y compris au niveau technique, puissent se poursuivre pour que les premières étapes qui sont prévues par cet accord puissent être activées. La libération ou la réouverture du détroit d'Ormuz, le passage des navires, la cessation des hostilités sur tous les fronts. C'est dans ce contexte-là, une fois qu'un peu de stabilité sera revenue, que les négociations sur le programme nucléaire notamment pourront s'engager. Maintenant, Jean-Philippe, malgré l'accord entre Washington et Téhéran, on sait que ça doit inclure le Liban, le front libanais, et là, les combats se sont poursuivis justement au Liban ces dernières heures. Oui, on semble assez loin là, ce matin quand on regarde les fils de presse, quand on lit les fils de presse, dont un cessez-le-feu total, parce qu'il continue d'y avoir des frappes dans le sud du Liban. Il y a 4 soldats israéliens qui ont été tués, Mathieu, au Liban ce matin, alors que les frappes israéliennes, selon les autorités libanaises, aurait fait 18 morts et 33 blessés au Liban. Donc, ce protocole d'entente, vous l'avez dit, qui a été signé entre Téhéran et Washington, donc ça prévoit un cessez-le-feu, sur tous les fronts, dont au Liban. Alors donc, la poursuite des hostilités, ce qu'on vit encore aujourd'hui, peut-être que ça pourrait expliquer, dans le fond, que le début de ces pourparlers qui étaient tant attendus soit retardé. On verra si, effectivement, dans les prochains jours ou les prochaines semaines, finalement, ces discussions vont commencer en Suisse. Merci, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Marie-Michel Borduin de retour en studio. Alors, Marie-Michel, oui, Histoire de jouets 5 qui arrive sur les écrans. Ça tombe bien, Véronique nous annonçait de la pluie. Moins bon pour les activités extérieures, mais peut-être ça va être payant pour les cinémas. Excellent. Et bien des familles vont se déplacer. Oui, pour ce box-office du film de Disney Pixar qui sort en salle aujourd'hui. Je vous propose d'entendre un extrait de la bande-annonce officielle là, pour se plonger dans le bain. Les jouets sont amusants, mais la technologie, elle peut tout faire. Je perds Bonnie à cause de cette tablette. Woody! Je suis venu le plus vite possible. Heureux de te revoir, cowboy. Tu es quoi? Cette vilaine technologie qui est très populaire, qui prend de la place, qui, on le voit justement dans une scène où il y a dans le quartier une seule maison où encore un enfant joue avec des jouets et c'est Bonnie, 8 ans, mais qui tout à coup, pour tenter de se faire des amis, va se tourner vers cette tablette avec ses jeux en ligne connectés, avec sa messagerie. C'est tellement mieux ça que les jouets parce qu'à 8 ans, ce n'est plus de leur âge de jouer avec des jouets. Est-ce que la tablette Lilipad, qui est un nouveau personnage dans cette histoire de jouets 5, sera la rivale qui va mettre fin à la relation entre Bonnie et sa shérif Jessie? Un peu partout, ce qu'on voit, c'est les jouets qui sont abandonnés au profit des écrans. Est-ce que les tablettes ont véritablement pris le contrôle des jeux des enfants, de leur interaction sociale? On est vraiment dans l'ère du temps. Ce ne serait pas une vraie histoire de jouets sans une quête, sans une cavale de toute la bande. Vous vous doutez bien aussi que les jouets ne vont pas se laisser faire comme ça sans rien tenter, sans rien dire. Et donc, notre bon vieux Woody, bon vieux parce qu'il a vieilli, Woody, est-ce qu'il pourra venir en renfort aider donc tous ces jouets? Et si
au final aussi, on se disait pas, combinons le meilleur des deux, le meilleur des jouets, le meilleur de la technologie. Peut-être que ça pourrait donner quelque chose de pas pire si on faisait confiance aussi à l'imaginaire des enfants, parce que ça disparaîtra jamais. Même si on est à l'ère de la technologie, ça prend juste une petite étincelle des fois. Puis c'est ce qu'on voit aussi dans ce film-là. Donc, on rit, on est ému. Et hier, je vous dirais, à la fin de la représentation, ça applaudit. Ça applaudit pas toujours au cinéma. Non, donc, quand ça applaudit, on se dit, c'est peut-être signe que ça fonctionne. Ça fonctionne. Parfait pour Histoire de jouets 5, donc maintenant dans un cinéma près de chez vous, comme on dit. Mais le milieu culturel québécois qui a réagi au départ de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture au Québec, qui était, en tout cas selon plusieurs organismes ou représentants, apprécié auprès des organismes culturels du Québec. Oui, c'est assez unanime. C'est ce qu'on voit là, dans l'ensemble des réactions positives à son égard. L'Association québécoise de la production médiatique qui a souligné la perte de quelqu'un d'engagé envers la culture. La Disque qui, de son côté, a souligné son apport sur les questions de découvrabilité, sur la manière de rejoindre un plus jeune public. Il y a la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma qui a, quant à elle, souligné que Mathieu Lacombe a été un ministre adopté par le milieu. Et ça n'a pas toujours été le cas des différents ministres de la Culture. Louise Beaudoin, qui a aussi eu de bons mots, elle a été elle-même ministre de la Culture entre 1995 et 1998. Elle estime qu'il a rempli sa mission, qu'il a rempli son rôle, ajoute que son legs le plus important, c'est qu'il a trouvé de l'argent. C'est quelques-unes là, de ces nombreuses réactions qui étaient très positives, qui abondaient dans le fait que ce départ-là est regretté. Un départ important, effectivement, pour la Coalition Avenir Québec. Pensaba que contigo iba a envejecer. On reconnaît Bad Bunny, donc fracasse un record de recettes. La tournée du chanteur portoricain qui lui a permis de franchir la barre du milliard de dollars en carrière. Il l'a fait en remplissant des stades dernièrement en Amérique du Sud, en Australie, au Japon, en Europe aussi. Tout ça au cours de l'année. C'est le magazine américain Billboard qui nous le rapporte selon les chiffres du Billboard Box Score. Remarquez que je n'ai pas dit États-Unis dans ces lieux. C'est pas la première fois qu'une star internationale fait une tournée sans date américaine, mais c'est maintenant la tournée la plus lucrative à ne pas présenter de concerts aux États-Unis. C'est pas rien quand même. Ouais, et jusqu'au 15 juin, là, en 41 concerts, 2 400 000 billets vendus. Tout ça qui a rapporté 360 millions de dollars qui le propulse, là, qui franchit le cap du milliard. Bad Bunny, donc, lucrative tournée, effectivement. On revient chez nous pour parler de Céline Galipeau, notre collègue qui a animé son dernier téléjournal hier, après 17 ans à occuper ce poste. Oui, une carrière, disons-le, bien remplie depuis son entrée à Radio-Canada en 1984. Céline Galipeau qui a notamment été correspondante pendant 14 ans. Pendant les années 90, a couvert plusieurs conflits armés, la guerre du Golfe, la guerre civile algérienne, la guerre de Tchétchénie, pour ne nommer que ça. Elle était chef d'antenne du téléjournal de fin de soirée depuis 2009. Voici comment elle a conclu ça. À vous, à la maison, merci d'avoir été fidèle, de m'avoir fait confiance. Vous savez, ce lien très fort, je crois, que nous avons tissé pendant toutes ces années, il est vraiment précieux pour moi. Et ce n'est pas la fin. Elle aura un nouveau rendez-vous à l'automne, un rendez-vous hebdomadaire d'information internationale diffusé les vendredis soirs en direct sur RDI. Voilà donc pour cette nouvelle et ce départ important, Céline Galipeau qui quitte le téléjournal. Merci Marie-Michel, merci pour votre participation tout au long de la saison. Bon été. Bonne journée, bon été. Voilà donc pour cette dernière édition de la saison d'À la Une. Merci d'être avec nous tous les matins. Bien sûr qu'on sera de retour à la rentrée à la mi-août. Quant à moi, je vais vous retrouver à partir de lundi en remplacement d'Alec Castonguay pour quelques semaines à Midi Info. J'espère vous y retrouver. Bonne journée, bon été. Au revoir. Vous suivez l'actualité toute l'année? Laissez-la vous suivre, même en vacances. De la politique internationale aux nouvelles locales, restez informés où que vous soyez. Cet été, on a l'info qu'il vous faut avec l'appli Info de Radio-Canada. Téléchargez l'appli.